Manu Militari, voilà, il est en mute. Bon, voilà. Alors bonsoir à tous et bienvenue pour ce deuxième live sur le canal de La France au Cœur. N'hésitez pas à vous inscrire sur la page afin de suivre les prochaines transmissions. Certaines seront en français, d'autres en portugais. Le live d'aujourd'hui sera évidemment en français et portera sur la situation de la pandémie du Covid-19 et les communautés françaises à l'étranger. Nous avons l'honneur de recevoir le sénateur des Français de l'étranger, Christophe-André Frassa. Christophe, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce live est commun à la communauté française du Brésil et de l'Argentine. Sont également présents avec nous Michel Goupil, conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger AFE et membre de l'équipe Tous Ensemble pour l'Argentine. Marie Bendelas, qui va nous rejoindre incessamment sous peu, qui est tête de liste de la France au Cœur pour Rio, Minas Gerais et Espírito Santo. Laurent Waxman, qui est tête de liste Tous Ensemble pour l'Argentine. Xavier Noël Bouton, qui est conseiller consulaire et tête de liste La France au Cœur pour tout le nord du Brésil. Et moi-même pour la France au Cœur, la circonscription de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina et Mato Grosso do Sul. Alors, je vais laisser la parole à notre sénateur pour un panorama général de la situation. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat YouTube. Nous les reprendrons à la fin de nos conversations. Christophe, c'est à toi. Voilà. Bien, bonjour et bonsoir à tous. Merci de m'accueillir pour cette réunion, pour ce live, et merci de l'avoir organisé. Je voudrais vous faire un petit point sur la situation telle qu'on a pu la vivre en tant que parlementaire des Français de l'étranger en lien avec les élus et les présidents d'associations et tous les relais français de l'étranger qu'on a dans le monde depuis le début de la crise sanitaire. Ça a d'abord été, évidemment, je dirais, un premier acte qui a consisté à, évidemment, faire revenir en France tous les Français, touristes, hommes d'affaires qui étaient bloqués à l'étranger. Et ça a été, j'allais dire, une mobilisation sans précédent puisque la France a dû faire revenir, on estime aujourd'hui un chiffre de 160 000 personnes qu'il a fallu faire revenir en moins d'un mois, un tout petit peu plus d'un mois. Une mobilisation de tous les postes diplomatiques et consulaires, une mobilisation évidemment de notre transporteur aérien national, une mobilisation aussi des partenaires que sont les pays dans lesquels ils étaient tous bloqués, puisque selon la progression de la crise, de l'épidémie, certains pays ont fermé leurs frontières. Donc, ça n'a pas été une chose facile, ça a été, dans certains cas, une course contre la montre avec des paramètres qui évoluaient sans cesse, c'est-à-dire des avions qui se raréfiaient, des vols commerciaux qui diminuaient chaque jour. Vous avez vécu ça vous-même, puisque je sais que les élus ont été très présents pour aider aux côtés des autorités consulaires et diplomatiques, les communautés françaises, les Français de passage qui étaient là et qui souhaitaient rentrer. On a eu des points, ce qu'on peut appeler des points chauds comme l'Argentine, comme le Pérou surtout, parce que des pays où il y avait des touristes et des touristes qui partaient évidemment en randonnée, en balade dans des coins qui étaient quelquefois complètement perdus et qu'il fallait retrouver, qu'il fallait réacheminer vers l'aéroport international du pays. Il a fallu aussi négocier, puisque ces pays, en plus des vols commerciaux qui diminuaient chaque jour un peu plus, il a fallu négocier avec la fermeture des espaces aériens. Et donc, chaque vol était une négociation avec les autorités du pays pour rouvrir le temps d'un vol, l'espace aérien. Donc, ça a été à travers le monde. Je
pense aux Philippines, puisque les Philippines, c'est un archipel, et donc là, ça a été évidemment, j'allais dire, un jeu, j'allais dire, d'une course-poursuite pour récupérer les Français, les réacheminer vers Manille, trouver un avion pour récupérer tout le monde, faire partir ce vol vers la France. Et en fait, cela, donc, ça a pris un certain temps. Aujourd'hui, nous avons encore des compatriotes qui sont toujours bloqués au Maroc, en Algérie, et qui attendent des vols. Nous en avons encore en Afrique centrale, et il y en a encore dans certains pays qui attendent toujours de pouvoir rentrer, parce que les vols, évidemment, deviennent de moins en moins nombreux. Donc ça reste, j'allais dire, moins important qu'au tout début de la crise, mais toujours une source de préoccupation et pour laquelle les autorités restent mobilisées. Aujourd'hui, il y a, j'allais dire, le deuxième acte, évidemment, c'est la gestion de cette crise avec les communautés françaises installées à travers le monde. Et là, évidemment, il ne s'agit pas d'un rapatriement, puisque que pourrions-nous faire avec 3 400 000 personnes revenant en France? D'une part, la plupart ne veulent pas, puisqu'elles sont installées dans leur pays et c'est leur pays. Elles veulent rester dans le pays où elles sont. Il faut donc s'assurer que les personnes qui sont installées dans les pays que l'on a, et c'est le terme qu'a employé le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui sont dans des pays vulnérables, puissent avoir toute la ressource pour être soignés s'il faut être soignés, et les personnes qui sont les plus fragiles puissent faire l'objet, s'il le faut, d'une évacuation sanitaire vers un point, pas forcément la France, mais un autre point où elles pourront être soignées. Évidemment, comme l'a souligné le ministre, puisqu'il y a depuis maintenant 7 semaines une réunion hebdomadaire avec le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, et ses services, son cabinet, le cabinet du ministre des Affaires étrangères et l'ensemble des parlementaires des Français et étrangers, les députés et les sénateurs, une réunion qui permet de faire un point sur l'ensemble de toutes ces problématiques, celle sur la sécurité, celle sur la continuité de l'enseignement, sur les problématiques de l'enseignement, sur toutes les problématiques qui touchent la vie des communautés françaises à l'étranger, sur les problématiques économiques, sur les problématiques sanitaires, sécuritaires, et sur la vie finalement administrative des Français de l'étranger. Donc, il y a un mail qui est parti à destination de tous les Français qui sont inscrits au registre des Français établis hors de France cette semaine dans les pays dits vulnérables. Le Brésil en fait partie, un certain nombre de pays d'Amérique latine en font partie, et bien évidemment, les consuls généraux incitent les Français à se manifester pour ceux qui ont des soucis de santé, ceux qui ont des problèmes financiers pour la scolarisation de leurs enfants. Et je pense que c'est cela qu'il faut prendre en charge au premier chef, parce qu'il y a évidemment bientôt, pour ceux qui sont dans le rythme sud, en termes de scolarité, de la rentrée scolaire, il y a des tas de choses qui vont se manifester, et donc nous sommes très attentifs à cela, puisque nous avons essayé, je dis un peu les choses d'une seule traite, et après on reviendra sur les différents sujets. Nous avons essayé, puisqu'il y a eu un projet de loi de finances rectificatif cette semaine au Sénat et à l'Assemblée nationale, nous avons essayé d'attirer l'attention et d'attirer surtout, de tirer la sonnette d'alarme sur les besoins de financement en termes de scolarité des Français d'étrangers. Nous n'avons pas réussi à aller jusqu'au bout, puisque nous avions adopté 2 amendements pour donner 45 millions d'euros en termes de bourses et d'aide au réseau d'enseignement français à l'étranger. Malheureusement, la commission mixte paritaire, sous pression du gouvernement, n'a pas retenu ces 45 millions d'euros. On ne peut que le déplorer, parce que d'un autre côté, on nous annonce pour le 3e
projet de loi de finances rectificatif des annonces en termes d'aide pour l'enseignement scolaire. Nous souhaitons que ce ne soit pas trop tard. On verra bien, ça doit arriver courant mai. Nous avons tous les jours des mails qui arrivent de tous les établissements scolaires français à l'étranger qui tirent la sonnette d'alarme sur la situation financière des familles françaises à l'étranger. C'est bien pour cela que nous avons déposé au Sénat, à ce moment précis, la semaine dernière, ces amendements, parce que nous avons peur que courant mai, ça risque d'être trop tard. Voilà. Donc, je voulais faire ce petit point en guise d'introduction. Il y a d'autres sujets, mais je pense qu'on y reviendra dans le cours de notre conversation aux uns et aux autres. En tout cas, merci de m'accueillir. Je salue Marie qui nous a rejoints entre-temps pendant que je parlais. Et maintenant, moi, je suis à votre disposition pour qu'on puisse échanger. Voilà, je ne voulais pas faire trop long pour que ça reste dynamique entre nous et qu'on puisse avoir un maximum de questions et qu'on puisse échanger ensemble. En tout cas, heureux de vous voir pour ceux que je vois et d'échanger avec ceux que je ne pourrais pas voir lors de cette réunion. Parfait, merci Christophe pour cette introduction. Je vais laisser la parole, honneur à mesdames oblige, à Michel, qui est donc, comme je l'ai indiqué, conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger AFE et membre de l'équipe Tous ensemble pour l'Argentine. Michel, c'est à toi. Il faut rallumer le micro, Michel. Oui, attends, Ok, bonjour. Et, bien, écoutez, je suis ravie de pouvoir échanger en direct avec vous et en particulier avec notre sénateur Christophe Frassa en cette période, comme il a mentionné, bien compliquée. La crise sanitaire et économique, bien sûr, qui en découle, frappe de plein fouet nos communautés en Amérique latine. Et beaucoup de nos compatriotes traversent une situation sociale et économique difficile. Les parents d'élèves scolarisés dans les établissements de notre réseau sont inquiets et beaucoup ne peuvent plus faire face au paiement des droits de scolarité. Donc, des mesures fortes devraient être prises en faveur des Français établis hors de France, qui sont souvent mentionnés dans les discours officiels comme les fers de lance du rayonnement de la France à l'étranger. C'est donc le moment pour notre gouvernement de nous démontrer que la France ne nous oublie pas et que nous ne sommes pas des Français de seconde classe. Donc, je voulais demander à notre sénateur, il nous a déjà mentionné quelques mesures concernant l'enseignement qui apparemment n'ont pas abouti, les amendements qui étaient présentés dans le cadre du projet de loi de finances. Quelles sont les autres mesures qui pourraient être prises, par exemple, dans le domaine du social? Est-ce que le budget de notre CCPAS va être abondé parce que nous avons pas mal de demandes d'aide financière de la part de nos compatriotes? En ce qui concerne l'enseignement, est-ce qu'il y aura des aides, un budget complémentaire pour les aides à la scolarité et également pour soutenir les établissements parce que beaucoup se trouvent en situation difficile? Merci. Michel, tu parlais de la CPPAS. Quand vous utilisez des sigles, ça serait bien d'expliquer parce que tout le monde ne connaît pas. Alors, c'est le budget pour l'aide sociale destinée aux Français de l'étranger. Merci Michel. Christophe? Alors oui, évidemment, des différentes réunions que l'on a depuis maintenant, donc je disais 6-7 semaines avec le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, et auquel s'est déjà joint Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. On fait part régulièrement, les uns les autres, je parle des parlementaires quand je dis les uns les autres, ce qu'on appelle des remontées du terrain et évidemment de ce que les élus consulaires à travers le monde nous font part, que ce soit les élus d'Asie, d'Afrique, d'Amérique, d'Europe, et le sentiment est général, c'est-à-dire que d'une part, les familles sentent bien qu'elles ne tiendront pas le choc de la crise économique qui est le corollaire de cette crise sanitaire, d'autre part que les établissements, certains, les établissements scolaires sont extrêmement fragilisés par évidemment cette crise économique, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le système scolaire français à l'étranger est financé à 65% par les familles. Oui.
ces familles-là, si elles ne peuvent pas payer ce système, le système va se mettre à l'arrêt et un système pareil qui se met à l'arrêt, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, ce système, c'est 522 établissements scolaires dans le monde, c'est 375 000 élèves, et sur ces 375 000 élèves, c'est seulement 40% de Français, 60% de familles étrangères. Ces familles étrangères-là, il faut aussi faire un geste envers elles. Les familles françaises, elles, peuvent bénéficier d'une aide à la scolarité, c'est-à-dire ce qu'on appelle les bourses scolaires, mais les autres familles, elles, ces familles étrangères, elles n'ont droit à aucune aide. Et elles vivent quelquefois dans des pays où il n'y aura pas d'aide de la part de leur propre pays, parce qu'il n'y a pas de système de chômage, parce qu'il n'y a pas d'aide sociale, parce qu'il n'y a pas tous ces filets de sécurité que la France a mis en place, ou même que les pays de l'Union européenne mettent en place pour leurs propres nationaux, parce qu'on ne vit pas partout dans un système d'État-providence et d'État qui assiste aussi bien ces nationaux fragilisés comme le font la France et les pays de l'Union européenne d'une manière générale. Donc, il faut que nous puissions aussi faire un geste envers ces familles, et pour qu'on puisse faire un geste envers ces familles, il faut faire un geste pour soutenir les établissements et donc soutenir tout le réseau. Et donc, nous avons fait remonter tout ça auprès du ministre. Et troisième point, il faut aussi faire un geste envers les opérateurs, c'est-à-dire l'agence, la mission laïque française et aussi quelques petits opérateurs qui, au fil des ans, se sont fait une place parmi les deux grands opérateurs historiques. Je pense à la FLEC au Proche-Orient ou à des opérateurs de taille plus modeste. Et donc, il faut qu'il y ait ce système à triple détente pour aider financièrement l'ensemble. Alors, c'est vrai que c'est ce que nous avons voulu faire. Nos collègues l'avaient fait au Sénat, mais ils ont eu le malheur de dire que ce sont des amendements d'appel. Ce qu'on appelle dans le jargon parlementaire un amendement d'appel, c'est pour ouvrir la discussion quand on sait très bien que le gouvernement ne va pas retenir les amendements. Alors, ils n'ont pas été déçus, le ministre a refusé leur amendement et ils les ont retirés. Nous avons voulu vraiment aller jusqu'au bout. Le Sénat avait adopté un amendement de 15 millions pour augmenter le budget des bourses et un amendement de 30 millions pour augmenter le budget de l'Agence pour l'enseignement français, pour donc soutenir les établissements et soutenir la structure de l'agence. Malheureusement, le gouvernement a estimé que, là je rentre un peu dans des termes techniques, et je prie ceux qui ne sont pas trop au fait et qui suivent en ce moment notre discussion, je vais être un peu technique dans ce que je vais dire maintenant. Le gouvernement, au moment où on est arrivé en commission mixte paritaire, c'est-à-dire là où les deux assemblées se retrouvent, 7 députés d'un côté, 7 sénateurs de l'autre, à devoir négocier pour trouver un accord sur le texte final de la loi de finances rectificative, le gouvernement a mis dans la balance que les amendements qui correspondaient à un transfert de crédit ne devaient pas survivre pour qu'il y ait un accord. La majorité, donc les députés de l'Assemblée nationale, sont arrivés dans cette commission mixte en disant, ben voilà, il faut supprimer tous les amendements qui correspondent à des transferts de crédit. Le problème, c'est que les amendements qui correspondaient aux 45 millions que nous voulions pour les Français de l'étranger étaient des transferts de crédit, puisque nous ne pouvions pas les trouver ailleurs qu'en prenant dans des crédits qui appartenaient au ministère des Affaires étrangères pour les mettre sur les Français de l'étranger. Donc, nous avons été sacrifiés sur ordre du gouvernement par la majorité de l'Assemblée nationale. Voilà la triste réalité de ce qui s'est passé pour les Français de l'étranger dans cette loi de finances. Mais le combat n'est pas pour autant abandonné. Le ministre Jean-Yves Le Drian a pris des engagements lors de toutes les réunions que nous avons faites pour qu'il y ait des annonces faites pour les Français de l'étranger dans la 3e loi de finances rectificative. Nous l'attendons de pied ferme. Nous attendons qu'il y ait des annonces sur les bourses scolaires, donc sur l'aide à la scolarité. Nous attendons qu'il y ait des annonces pour aider les établissements qui sont en situation de fragilité. Nous attendons qu'il y ait des annonces pour aider l'ensemble du réseau et surtout
parce qu'il a pris aussi un engagement là-dessus, pour qu'il y ait des annonces en matière d'aide sociale, parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, le budget des CCPS, c'est-à-dire le budget de ce qu'on appelle les comités consulaires pour la protection et l'action sociale, soit renforcé, parce qu'il est évident que nos compatriotes les plus fragilisés aujourd'hui ne pourront pas subir le choc de la crise économique qui est consécutive à la crise sanitaire, et ce, dans beaucoup de pays. Nous en avons parlé pas plus tard que lors de la dernière réunion que nous avons eue, où nous avons énormément de remontées dans des pays où, à part cette aide sociale que fournissent les consulats, il n'y a pas d'aide sociale. Je veux dire, il ne faut pas se leurrer, mais en dehors de l'Union européenne, il y a très peu de pays qui fournissent une aide sociale digne de ce nom. Et donc, il n'y a que ce que les comités consulaires pour la protection et l'action sociale peuvent fournir. Et donc, il faudra renforcer et il faudra qu'il y ait un geste significatif là-dessus. Oui. Merci. Bon, j'essaye de faire court, promis. Je dis ça à Bertrand à qui je l'avais promis tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup. Nous allons passer sur la circonscription La France au cœur de Rio, Minas Gerais et Espírito Santo. Marie, si tu veux bien parler avec Christophe et poser tes questions. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Bonjour Marie. Bonjour. Marie. Eh bien, moi, je voulais vous poser une question concernant le projet de loi sur la création d'un fonds d'urgence, donc pour les Français de l'étranger. Est-ce que vous avez des informations, des nouvelles à nous fournir aujourd'hui? Alors, cette idée de fonds de soutien, elle était un peu même antérieure à l'idée du fonds d'urgence qui est né en France avec la loi sur l'état d'urgence sanitaire. On avait lancé ça avec mon collègue Ronan Legleux et ma collègue Jackie Dromédy, parce que c'est une idée qui est très ancienne. Elle avait été tentée, j'allais dire, c'est même mon prédécesseur, Paulette Brispierre, pour ceux qui l'ont connu, qui avait essayé de trouver ça et de trouver un moyen, quand je dis de trouver ça, c'est-à-dire de trouver un moyen législatif depuis des années pour parvenir à ce qu'on puisse aider les Français quand il y a une crise économique, une guerre, une crise politique, et qu'on puisse trouver un moyen de venir en aide aux Français qui perdent tout dans une catastrophe. Et on essayait de trouver un moyen législatif de parvenir à une situation qui ne soit pas tout simplement un simple fonds de garantie comme le fonds les assurances, un fonds de solidarité comme il y a aujourd'hui en France, mais un mécanisme qui puisse être déclenché dès que l'on a un vrai gros problème quelque part sur la planète. Et c'est comme ça qu'en février, on a déposé cette proposition de loi avec Ronan Legleux et Jackie Dromédy. Et finalement, on ne pensait pas que l'actualité donnerait raison à ce mécanisme qu'on a voulu mettre en place de fonds de soutien. Aujourd'hui, ce qui nous manque, hélas, c'est que le Parlement s'est mis en mode de travail qui n'est plus du tout le même, c'est-à-dire qu'on n'a plus nos semaines de travail organisées comme d'habitude. Et hélas, on ne peut pas inscrire à l'ordre du jour les propositions de loi pour les étudier en commission, les étudier en séance comme on le voudrait. Alors, on est en train de sortir, évidemment, de cette période. Le déconfinement devrait commencer à se mettre en place à partir du 11 mai et on espère pouvoir réorganiser nos travaux comme d'habitude, si je peux dire, à partir de cette période et avoir une fenêtre de travail pour pouvoir inscrire cette proposition de loi prochainement. Voilà. Mais alors, entre-temps, on a essayé avec Joël Garriaud-Mellam, qui en a été à l'initiative, d'inscrire dans la loi de finances rectificative aussi l'extension du fonds de solidarité pour les Français qui ont créé une entreprise à l'étranger. Mais alors là, c'est un autre problème qui nous est tombé dessus. C'est l'article 40 de la Constitution qui empêche les parlementaires de créer des dépenses supplémentaires puisque seul
le gouvernement peut créer des dépenses qui ne soient pas équilibrées par des recettes. Donc là-dessus, on n'a pas pu aller plus loin avec cet amendement, mais on a au moins sensibilisé la Commission des finances sur cette problématique. On l'a fait aussi avec le ministre, mais là aussi, on se heurte à un écueil de taille, c'est-à-dire que pour l'instant, personne, et on le regrette un peu, à chaque fois qu'on en parle dans nos réunions hebdomadaires, personne n'arrive à trouver le mécanisme qui fait qu'on puisse aider nos compatriotes qui créent une entreprise qui, évidemment, est de droit local, qui serait de droit brésilien ou de droit argentin, mais créée par un Français, puisse être aidée par le Fonds de solidarité français, même si elle est de droit argentin ou de droit brésilien, sur le plan fiscal, sur le plan, j'allais dire, de l'entreprise. Donc, on en est là, hélas, ce n'est pas satisfaisant. Moi, je trouve que c'est toujours pas satisfaisant. Donc, on a ce problème-là parce que en France, en Europe, il y a des mécanismes de solidarité, c'est-à-dire qu'il y a une distorsion, à mon sens, puisque un Français qui crée son entreprise en Italie, qui crée son entreprise en Pologne, en Espagne, bénéficie du fonds de solidarité espagnol, italien, allemand, polonais. Mais le Français qui crée son entreprise aujourd'hui au Brésil, en Argentine, si ces pays-là n'ont pas créé de fonds de solidarité, eh ben, il n'a droit à rien. Donc, c'est vrai qu'il y a une distorsion entre les Français à l'étranger selon les pays dans lesquels ils vivent. Et je trouve qu'il y a quelque chose à creuser et il y a quelque chose à faire parce qu'on va avoir des compatriotes qui vont tout perdre et qui vont être laissés sur le bord de la route parce qu'on ne pourra pas les aider, parce que la France, hélas, quelquefois, s'empêtre elle-même dans des méandres administratifs et des méandres tout simplement que l'administration se plaît à créer pour ne pas aider, et surtout parce que c'est vrai que c'est un peu fatigant de toujours dire pourquoi on ne peut pas et plutôt que d'essayer de trouver pourquoi on pourrait. Voilà. Merci Christophe, merci Marie. Je vais laisser la parole à moins que quelqu'un ait une réaction sur ce sujet-là. Non, non. Je vais laisser la parole à Laurent, tête de liste pour Tous Ensemble en Argentine. Laurent, c'est à toi. Bertrand. Merci Bertrand, merci de nous avoir invités. Bonjour monsieur le sénateur. Bonjour Laurent. Je voulais vous reprendre sur ce que vous disiez à l'instant des aides aux entreprises, aux petites entreprises. Serait-il possible peut-être de voir avec les chambres de commerce, avec la CCI, qu'à travers la CCI, les petites structures en Argentine notamment, je parle des boulangers, je parle vraiment de petites structures qui sont face à disparaître dans les prochains mois. Peut-être qu'à travers ce canal-là, on pourrait, je ne sais pas, dites-nous si c'est faisable d'aider la CCI mondiale pour qu'elles aident à leur tour les petites entreprises. Oui, mais on est toujours dans le même problème, c'est que le Fonds de solidarité n'aide pas les structures dites publiques, il aide les entreprises. Et il ne pourrait pas aider la CCI, par exemple, la Chambre de commerce à Paris. Il ne pourrait pas aider CCI International. On a ce problème-là même, puisque Robert Del Picchia a déposé une proposition de loi qu'on a essayé de défendre. On a essayé de faire aller de l'argent du Fonds de solidarité sur l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, mais le mécanisme même du Fonds de solidarité ne permet pas de faire aller de l'argent sur une structure comme l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Le problème, et c'est là que c'est vrai que c'est rageant pour nous qui sommes des parlementaires, c'est d'avoir en face de soi quelquefois des fonctionnaires qui vous disent pourquoi ce n'est pas possible, plutôt que d'essayer de trouver des solutions pour vous aider à trouver comment ça pourrait devenir possible. Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui un peu dans une France de fonctionnaires. Je crois qu'il y avait un très bon article. Le problème, c'est que comme on est confiné à la maison, on finit par lire des journaux toute la journée, donc je ne sais plus quand est-ce qu'il était cet article. Je crois que c'est un article de Jean-Louis Debré qui dit qu'on a confié
toute cette gestion a un peu trop de technocrates et finalement, le problème d'un technocrate, c'est qu'il vous apprend toujours comment on ne peut pas faire les choses plutôt que d'avoir l'idée de comment on pourrait faire les choses. Et c'est un peu ça le mal que nous avons aujourd'hui en France, c'est qu'à chaque fois que vous demandez quelque chose, vous allez avoir quelqu'un en face de vous qui, avec toute la meilleure volonté du monde, va vous expliquer pourquoi on ne peut pas le faire plutôt que de comment on pourrait le faire. Et c'est ça le problème qui devient un peu rageant à la longue. Voilà. C'est qu'à chaque fois que nous demandons comment on peut aider la structure de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, comment on pourrait aider les entreprises françaises créées par les entreprises créées par des Français à l'étranger, on a en face de nous des gens mais qui ne sont pas, je veux dire, mal intentionnés, mais qui, au contraire, avec la meilleure intention du monde, vous expliquent pourquoi on ne peut pas le faire, plutôt que de comment on pourrait y arriver. Voilà, donc j'avoue que ça n'entame pas mon optimisme, ça n'entame pas ma détermination, mais c'est vrai que ça use un peu de temps en temps, voilà. Ça fait perdre du temps. Merci Christophe, merci Laurent. Je vais laisser la parole à Xavier Noël Bouton, qui est conseiller consulaire et tête de liste La France au cœur pour une énorme circonscription qui est à peu près tout le nord du Brésil, en partant de Brasilia, Recife, l'Amazonie et le nord-est. Xavier, c'est à toi. Bonsoir à tous. Alors, on a parlé effectivement, ma circonscription, elle fait 19 États sur les 26 États du Brésil et 2 pays, petits pays, au nord du Brésil, le Suriname et le Guyana, les ex-Guyanes hollandaises et anglaises. Alors, je vais essayer de faire vite. On a beaucoup parlé de la lourdeur administrative de nos technocrates. Et c'est vrai que c'est un handicap pour la France qui commence à vraiment peser trop fort. Mais moi, j'ai été très fier d'être français pendant cette période d'aide aux touristes, aux stagiaires, aux jeunes qui étaient en travail en stage, en fait, dans des régions parfois extrêmement reculées. Et j'ai été extrêmement fier de voir la disponibilité, l'efficacité de nos postes consulaires, aussi bien Recife que Brasilia. On avait des gamins. Moi, j'ai été alerté d'une manière tout à fait surprenante. Un jour, il y a un monsieur qui a dû regarder sur Internet qu'est-ce qui s'occupait des gens dans le Nord-Est, et il y a un site sur lequel mon nom était porté. Il m'a contacté par email, puis par téléphone après. C'était un policier dont la fille était en stage au fin fond de l'Amazonie dans un organisme de tourisme. Et évidemment, l'organisme en question a fermé. Donc, le stage qui devait se terminer au mois de juillet s'est terminé là, au milieu du mois de mars. Et il fallait la faire rentrer en France. La difficulté n'était pas, à l'époque, l'aéroport de Fortaleza fonctionnait encore. La difficulté était de la ramener du fin fond de l'Amazonie à Fortaleza. Ça a été pour moi une première expérience d'agence de tourisme et c'était très compliqué. Nous y sommes parvenus grâce à mon aide, mais surtout grâce à l'intelligence de la petite gamine en question qui avait 20 ans et qui a été très perspicace et qui s'est très bien débrouillée. Seul ennui, c'est que quand elle est arrivée à Fortaleza, elle m'a téléphoné, elle m'a dit « Mais attendez, j'ai des amis là-bas. » Et le résultat, c'est que j'ai trouvé une cohorte de 31 personnes à faire rentrer en France de différents endroits plus éloignés les uns que les autres. Et j'ai réussi. Après, on a eu un bateau, un paquebot à Recife, avec des cas qui étaient en quarantaine depuis déjà pas mal de temps. Et il y avait dedans toutes les nationalités, et en particulier un couple de Français de l'île Maurice. Et donc, j'ai fait une espèce de garde auprès d'eux par téléphone. J'ai essayé de leur remonter le moral. Ils étaient dans la cabine avec interdiction d'en sortir. Et on a réussi donc à les faire partir. Mais là, je dirais que la personne qui a réussi, c'est plus le consul de France à Recife.
Et donc, ça, c'est un point que je trouve extrêmement positif. Globalement, pour les situations économiques et surtout de santé, je vais parler plus de santé que d'économie, même si ma formation est plutôt vers l'économie. On a une population extrêmement éparpillée sur cette zone absolument gigantesque. C'est 11 fois la France. Hein. Et on a donc cette population qui est extrêmement éparpillée. On a des groupuscules de 4 personnes, etc. Et parmi elles, un nombre de vieillards ou de personnes en très mauvaise santé qui rend les choses extrêmement difficiles. Et je pense que les aides sociales vont devoir être gonflées d'une manière extrêmement substantielle. Je termine en disant qu'il y a une leçon que j'ai tirée, et j'en avais parlé, chose curieuse, je ne sais pas si le sénateur s'en souvient, mais j'en avais parlé il y a 2 ans à l'ambassade, où on avait une réunion des conseillers consulaires. Oui, le réseau consulaire, tout à fait. L'inscription sur Ariane est quelque chose de fondamental, et malheureusement, notre ministère doit être un petit peu avare, que M. Le Drian me pardonne, parce qu'il n'y a aucune publicité qui est faite, et dans les agences de voyage en France, je ne vois jamais mentionner le mot Ariane, qui me paraît indispensable pour un touriste, surtout un touriste inexpérimenté, lorsqu'il va dans des pays très éloignés et très différents du sien. Et je terminerai en disant une autre chose qui est absolument évidente. On a entre la ville de João Pessoa, sur la côte est du Brésil, nord-est du Brésil, on a entre João Pessoa et Fortaleza une quantité de Français absolument invraisemblable qui n'est pas inscrite ni sur la liste électorale, mais surtout ni sur les listes consulaires. Et donc, s'il se passe demain une grosse difficulté, on n'aura aucun moyen de les secourir efficacement. C'est-à-dire qu'ils seront les derniers dans la dernière remorque si on arrive encore à pouvoir les atteindre. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît ahurissant, parce que tous les motifs sont bons. Ils sont d'ordre fiscal, d'ordre parfois pour cacher un passé pénal un peu lourdingue. Mais tout ça, c'est pour dire que les Français n'ont pas ce sens de discipline, et on le voit, je dirais, tous les jours pratiquement, qu'ils auraient pu emprunter à nos voisins allemands, parce que les Allemands, pratiquement tout le monde est inscrit. Il n'y a pas ce problème-là, il n'existe pas. Voilà, j'ai terminé. Bien, merci Xavier. Quand je parlais évidemment de techno, je parlais de ceux qui sont plutôt à Bercy. C'est vrai que moi aussi, j'ai été épaté par la réactivité de nos agents du Quai d'Orsay, parce que c'est ceux que nous connaissons le mieux, c'est ceux que nous pratiquons. Moi, le premier, comme sénateur des Français et l'étranger, je les pratique à travers la planète, et je leur ai tiré un coup de chapeau dans ma dernière newsletter, parce que ils ont été, alors qu'il ne faut pas oublier qu'à travers la planète, ils étaient en confinement, ils étaient en télétravail, et ils ont assuré le retour en France de plus de 160 000 personnes, et personne parmi eux, ni personne parmi leurs prédécesseurs n'a jamais eu à faire ça dans l'histoire de la France, puisqu'on n'a jamais dû faire revenir en France en moins d'un mois 160 000 personnes depuis plus de 100 pays. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, Xavier, quelques chiffres. C'est des chiffres qui datent du 2 avril. J'ai pas ceux pour la fin du mois, mais on a eu 150 000 inscrits de plus sur Ariane. Évidemment, j'imagine que les gens ont découvert qu'il y avait un intérêt réel à être sur Ariane, donc 25% rien que sur le mois de mars d'augmentation d'inscription sur Ariane. Il n'y avait que 600 000 personnes inscrites sur Ariane avant la crise. On en est maintenant, donc on devrait arriver quasiment peut-être au million d'inscrits sur Ariane désormais. 7 millions de visites sur le site Conseil
aux voyageurs. Depuis le 1er janvier, il n'y en avait que 2,2 millions à la même période en 2019. Et alors, sur les inscriptions, ça nous intéresse plus à nous, Français de l'étranger. Il y a eu, on est toujours début avril, 45 000 inscrits de plus au registre des Français de l'étranger. Alors, 15 000 de plus pour l'Union européenne, 10 000 de plus en Amérique, sur tout le continent américain, 7 000 de plus en Afrique du Nord, Moyen-Orient, 6 000 de plus en Asie, Océanie, et 5 000 de plus en Afrique et Océan Indien. Donc voilà, donc il y a quand même eu une prise de conscience de la part de nos compatriotes et surtout, ça a quand même généré aussi une gestion par la suite, pour maintenant ce que j'appelais tout à l'heure en introduction, cet acte 2 de la gestion des communautés françaises par nos postes consulaires. Parce que, comme tu le disais, les premiers qui sont, j'allais dire, ciblés, ce sont nos Français âgés, nos Français isolés, et isolés géographiquement et isolés socialement. Parce que c'est ceux-là qui vont devoir faire l'objet de toute l'attention des postes consulaires et évidemment les associations, les élus et même chacun de nous avons un devoir, parce que s'il y a une chose qui n'est pas un vain mot dans les communautés françaises à l'étranger, c'est la solidarité qui est beaucoup plus importante, qui est beaucoup plus réelle que chez nous en France métropolitaine et outre-mer, où chacun vit un peu, j'allais dire, pour soi, et l'individualisme est la norme. Même si on entend dire que tout le monde est redevenu solidaire, ça n'aura évidemment qu'un temps. À partir du 11 mai et le déconfinement, la vie reprendra son cours et on oubliera toutes les belles paroles du temps où on était tous enfermés à la maison. Ça, vous pouvez faire le pari avec moi. Par contre, il y a une constante qui est réelle chez nous à l'étranger, c'est qu'il y a une véritable solidarité et que là, par contre, il faudra faire vraiment plus attention encore à tous ces Français fragilisés, personnes âgées, personnes socialement fragilisées qui, elles, vont être vraiment au cœur de l'attention qu'il faudra leur porter. Voilà. En tout cas, il y a des chiffres qui montrent que, d'une part, le boulot a vraiment été fait, que l'administration consulaire a vraiment été à la hauteur, et elle a été à la hauteur alors que s'il y a bien une administration dont on a rogné sans arrêt les budgets, dont on a rogné sans arrêt les effectifs, c'est bien l'administration consulaire. J'ajouterais juste une chose, pardon, c'est qu'en plus de tout le hasard, parce que c'est vraiment une question de hasard, a fait que tout s'est passé en l'absence du grand patron, c'est-à-dire de l'ambassadeur, qui était nommé dans un autre poste et le successeur n'était pas encore nommé. Et je dois dire que ceux qui s'en sont occupés, tu les connais, ont vraiment fait un travail remarquable, et tout ça dans un, je dirais pas dans la sérénité, mais dans un calme rassurant, formidable. L'ancien ambassadeur, je l'ai toutes les semaines, puisqu'il est maintenant le directeur général de la mondialisation, et qu'il a en charge, évidemment, puisque la direction générale de la mondialisation chapeaute, et d'un côté l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, de l'autre tout le réseau des instituts français et des alliances françaises. Donc, je vois M. Miraillet, enfin, je ne le vois pas, je l'entends, puisqu'on a des réunions téléphoniques avec le ministre et ses services, et il en fait partie avec Laurence Auer, qui est sa directrice en charge du réseau, donc Institut et Alliance française, et Olivier Brochet pour l'agence, donc je l'ai. Et puis c'est vrai que je connais vos 3 consuls généraux pour les avoir rencontrés, et le ministre conseiller qui était, je pense qu'il est toujours le même, et qui a assuré l'intérim. Gilles Pécassou. Voilà, M. Pécassou, qui est, avant que la nouvelle ambassadrice prenne ses fonctions. Voilà. Merci à Xavier, merci Christophe. Puisqu'on parle de solidarité, je pense que Laurent en Argentine voudra rajouter un petit mot également là-dessus, avant que je passe sur deux points qui me paraissent importants. Je voudrais effectivement féliciter les équipes du consulat qui ont travaillé comme des fous. Bravo à eux.
parce qu'on entend beaucoup de gens réclamer, mais on entend rarement les gens les féliciter. Donc, je crois que c'est important. L'autre organisme que je souhaite relever, c'est le travail fait par la bienfaisance à São Paulo, qui est en train d'aider énormément de personnes âgées et qui aura bien besoin d'un coup de main financier d'ailleurs pour pouvoir faire face aux besoins accrus d'aide par rapport à la communauté française. Mais là, alors là je t'interromps. N'oubliez pas qu'il y a les dossiers staff, qu'il y a une nouvelle procédure. Il y a eu les délais qui ont été modifiés. C'est normalement en ligne sur les sites des consulats généraux. Je vous invite à vous y reporter. Et je pense que cette année, on en a parlé avec la directrice, Laurence Hagenauer, la directrice des Français à l'étranger. Je pense que nous, on pousse à ce qu'il y ait un geste dans les dossiers staff qui soit fait. Alors, la bienfaisance bénéficie déjà d'une subvention en tant qu'organisme de bienfaisance, mais que des dossiers à caractère social soient présentés par les associations. Et nous, on pousse à ce que le staff soit vraiment orienté sur des projets à caractère social cette année à travers les différents pays. Donc, les associations n'hésitent pas à déposer des projets dont le caractère est vraiment social pour aider la communauté française. Voilà. Ok, merci. Il y a un troisième coup de chapeau à donner, je pense, c'est parce qu'on a parlé de l'AEFE, mais c'est par rapport au lycée français de l'étranger et aux professeurs qui sont vraiment super, qui ont réussi à faire, qui ont réussi à monter des cours online et ils font un suivi d'élèves absolument remarquable. Donc, je pense que c'est quelque chose aussi qui mérite d'être. Quand je parlais du réseau et d'aider le réseau, évidemment, si d'un côté, il faut soutenir les familles, je veux dire, il ne faut pas oublier que les familles, par leurs frais de scolarité, financent les salaires des professeurs. Et évidemment, il faut financer les salaires des professeurs pour avoir cet enseignement de qualité. Et cet enseignement de qualité a été poursuivi par l'enseignement à distance mis en place à travers tout le réseau. Et Olivier Brochet, le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, nous faisait remarquer que dans l'ensemble et à travers les 522 établissements scolaires, donc les 522 systèmes d'enseignement à distance à l'étranger, eh bien, c'était beaucoup mieux réussi, beaucoup mieux suivi, beaucoup mieux mis en place que ça l'avait été à l'étranger, en France, pardon. Donc là aussi, on peut tirer un coup de chapeau aux établissements qui l'ont mis en place, aux professeurs qui ont pratiqué cet enseignement à distance et aux familles qui ont bien voulu accepter que ça se passe comme ça, malgré les circonstances. Donc, tout ce système, toute cette communauté a bien fonctionné puisque les résultats sont là. Le suivi des cours à distance a été beaucoup plus important à l'étranger et on peut tirer un coup de chapeau aux profs qui ont finalement su, parce que c'est surtout ça, je veux dire, si les gamins ont accroché, c'est parce que les profs ont su donner de l'intérêt à ces cours à distance pendant toute cette période. Parfait. On va aller vite parce qu'on va essayer de rester dans les temps. Je ne sais pas si Laurent a une réaction rapide avant que je pose une question. Par rapport à la solidarité, ici en Argentine, effectivement, toute la communauté des Français qui vivent à Buenos Aires a réagi très rapidement. Il faut savoir qu'en Argentine, c'est un grand pays aussi, on a eu des cas de discrimination au début de la pandémie. Avec des Français à Salta, des Français à Buenos Aires qui se faisaient virer de leur logement, alors qu'on parle de Français résidents. C'était des personnes qui vivaient, par exemple, depuis 6 mois en Argentine, qui se faisaient leur demander de partir. Et puis après, les malins ici en Argentine qui demandaient des loyers de plus de 3 500 € par semaine pour un studio. Donc bon, on s'est très vite mobilisés, nous, mais aussi d'autres, à aider ces Français-là à les loger et à les remettre dans les avions proposés par l'ambassade.
Il y a eu après tout ce qui est l'action digitale avec la création de différents groupes, que ce soit l'Union des quartiers de Buenos Aires, pour aider, en tout début de la pandémie, aider les personnes âgées qui ne pouvaient pas aller faire leurs courses, essayer de créer des communautés comme ça digitales pour aider les gens. Et voilà, finalement, peut-être une petite désarticulation avec les représentants et l'administration, mais je trouve quand même qu'ils ont très, très bien géré la crise qui a été importante. Il reste encore quelques centaines de Français bloqués ici en Argentine, qu'il faudra peu à peu aider à acheminer vers la France. Mais nous attendons, car il y en a certains qui sont malades aussi, qu'on est en pandémie. Et du coup, on attend que certains cas aussi se résoudent pour pouvoir les aider. Non, mais le problème, c'est qu'on a eu partout des problèmes avec des Français qui ont été agressés, des gestes anti-français ou envers d'autres nationalités au début de la crise. Comme on a eu évidemment, je pense que vous vous en souvenez tous, en France, des gestes anti-asiatiques au début de l'épidémie. Qui était complètement délirant. Je veux dire, on n'empêchera jamais les gens d'être des imbéciles, et ça, je pense que c'est propre à toute la planète, et que c'est un virus qui est partagé par tout le monde depuis l'aube de l'humanité, et qui n'a toujours pas été éradiqué, et dont on ne trouvera jamais le vaccin. Mais la solidarité a ceci de bien, c'est que on arrive à régler des tas de problèmes, et on les règle plus facilement à l'étranger qu'on les règle en France. Par contre, c'est vrai que sur le nombre de Français qui restent, après, ça deviendra un vrai problème parce que Air France ne va pas faire 13 heures d'avion, enfin 13 heures de vol à un avion vide, parce qu'après, le problème va être celui-ci, c'est envoyer un avion vide à Buenos Aires pour ramener 100 Français. S'il n'y a pas de fret, et moi je le vois actuellement avec certains pays en Afrique, des avions. Il y a un avion qui est parti pour Luanda demandé par Total, et le prix du vol, alors que c'était $600 normalement pour l'aller simple pour rentrer de Luanda, il est passé à 2200 parce que l'avion arrive à vide et qu'il n'y a pas de fret à l'intérieur. Voilà. Donc ça risque de devenir des prix assez exorbitants au bout d'un moment pour peu de personnes, et ça risque de devenir compliqué, et ça devient actuellement de plus en plus compliqué pour avoir des vols, parce qu'il y a le prix de la négociation, le prix du kérosène, le prix du nombre de personnel qu'il faut dans l'avion, puisqu'il faut le personnel aller, le personnel retour, puisqu'il n'y aura pas de vol de sitôt, etc. Donc toutes ces contingences font que les prix flambent assez rapidement, et ça aussi c'est une vraie problématique. Merci Christophe. Alors je vais poser une question qui est en lien avec la pandémie, mais qui est un petit peu une conséquence, qui est une question qui est liée au pouvoir d'achat. Puisque aujourd'hui, nous avons eu une conférence hier sur un live sur la situation économique du Brésil, les perspectives, et qui ne sont pas spécialement brillantes, avec un vrai sujet social et de sécurité qui pourrait faire l'objet d'une autre réunion, mais c'est un petit peu dans quelques mois. La question que j'ai, c'est qui dit pouvoir d'achat dit également imposition et fiscalité. Oui. Nous avons eu au mois de septembre, si je ne me trompe, une loi qui a été votée, qui augmente de façon considérable l'imposition des Français de l'étranger. Décembre, très bien, qui augmente considérablement l'imposition des Français de l'étranger, puisque l'imposition passe à valoir dès le premier euro, avec une tranche à 20% jusqu'à 27 774 €, c'est un chiffre bizarre, mais c'est comme ça, et 30% au-dessus. Donc, il y a eu effectivement un moratoire sur cette loi, de façon à ce que, en théorie, les revenus 2019 ne soient pas impactés. Je dis en théorie parce qu'il semblerait qu'il y ait un certain nombre de compatriotes qui aient des augmentations substantielles d'impôts en ce moment. Et il était prévu une commission avec les parlementaires
quand je dis parlementaires, c'est sénateurs, députés et autres acteurs, dont l'AFE, sur cette loi qui devait commencer en mars avec une remise de rapport, je crois que c'est au 1er juin. Alors, je voudrais savoir où ça en est et quelles sont les perspectives par rapport à l'impact que l'on peut attendre sur les Français de l'étranger et impact qui sera évidemment important pour tous les revenus, mais qui sera encore plus sensible pour les petites retraites. Merci. Alors, on va essayer de ne pas tout mélanger, parce qu'en fiscalité, c'est toujours compliqué. Et la France a une fiscalité qui est merveilleuse pour ça, pour emmêler tout le monde. C'est une petite bagarre qui commence à durer depuis un petit bout de temps. Je vais prendre les choses segment par segment. On a une bagarre qui dure depuis maintenant 8 ans, qui est celle sur l'imposition à la CSG-CRDS sur les revenus du capital. Ça, c'est une bagarre qui concerne tous les Français qui vivent hors de l'Union européenne et que nous menons dans le cadre de la loi de financement sur la sécurité sociale, puisque CSG-CRDS est assise là-dessus, sur le financement de la sécurité sociale. Nous n'arrivons pas à avancer énormément puisque le gouvernement considère que c'est un impôt, l'Union européenne considère que c'est une cotisation sociale. C'est comme ça qu'on a réussi à sortir tous les Français qui vivent dans l'Union européenne et l'espace économique européen. Reste que le problème est entier pour tous les Français qui vivent hors de l'Union européenne, ce qui fait un Français de l'étranger sur 2. Donc aujourd'hui, concernant cet aspect-là, il reste le fait qu'à chaque fois que le sujet revient au moment de la loi de financement de la sécurité sociale, nous avons, je veux dire, ce rendez-vous de bras de fer avec le gouvernement qui reste inflexible, mais donc nous nous battons avec les armes que nous avons, c'est-à-dire des amendements à la loi, nos arguments. Après, évidemment, nous avons que nos petites armes face au gouvernement, mais il reste aussi une possibilité pour le contribuable, c'est de pouvoir contester devant la Cour européenne des droits de l'homme pour une discrimination entre Français de l'étranger. J'ai eu l'occasion déjà d'en parler, c'est-à-dire que l'État discrimine les Français dès lors qu'il y en a qui vivent dans l'Union européenne et qui sont exonérés de cette cotisation, et d'autres, parce qu'ils vivent hors de l'Union européenne, ne sont pas exonérés de cette cotisation. Et il y aurait cette voie de recours que pourraient prendre certains compatriotes parce qu'ils estimeraient qu'il y a dès lors une discrimination entre Français. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la retenue à la source pour les Français de l'étranger qui perçoivent des revenus de source française. Là, donc, il y avait une volonté de la faire passer de 20 à 30%. Et ce n'est pas la même chose que l'article 197A qui existe toujours, qui lui n'a pas bougé, où il y a dès le 1er euro 20% et à partir de 27 400, c'est ça, ça passe à 30%. Il y avait une volonté de faire passer à 30% directement dès le 1er euro. Là-dessus, il y a eu un tollé général. Nous sommes battus à 2 reprises. Nous avons fait redescendre au taux d'origine qui était 20%. Hop, c'est repassé à 30%. Là-dessus, il y a eu une vraie bagarre. Et en fin de compte, dans le débat à l'Assemblée nationale, devant vraiment la grogne et le lobbying qu'on a fait vis-à-vis de nos collègues députés, en leur disant que ça ne tiendrait pas et que vraiment là, ça allait barder, le ministre qui était au banc, je crois que c'était Olivier Dussopt à l'époque, secrétaire d'État au ministère de l'économie et des finances, a enfin accepté qu'il y ait un moratoire. Voilà. Donc le moratoire porte là-dessus sur la retenue à la source
et sur le taux qui était fixé à 30%, donc il y a un moratoire, qui va jusqu'en janvier 21. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à l'examen de la prochaine loi de finances pour 2021, qui donc sera examinée à l'automne 2020, donc cette année. Entre-temps, comme il y a un moratoire, il s'est mis en place un groupe de travail à Bercy, donc au ministère des Finances, qui réunit donc toutes les parties au litige, c'est-à-dire la Direction générale des finances publiques, le cabinet du ministre, la direction de la législation fiscale et les parlementaires qui avaient donc lieu, ce groupe de travail, qui devait donner lieu à une première réunion fin mars, qui pour des raisons évidentes n'a physiquement pas eu lieu, mais on nous a demandé de faire remonter des premières réflexions. Voilà. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Je pense que la date du 1er juin va être forcément repoussée. Enfin, je l'espère, parce que je ne pense pas qu'on aura beaucoup avancé au 1er juin. Je n'ai pas eu de retour depuis la réunion virtuelle de fin mars. Voilà où on en est aujourd'hui. Mais nous sommes toujours sur ces deux positions, c'est-à-dire la retenue à la source. Nous, ce qu'on a toujours défendu, c'est dans toutes mes newsletters, c'est la position que nous avons défendue avec ma collègue Jackie Dromédy, c'est qu'on veut garder l'article 197A tel qu'il est, on veut garder la retenue à la source telle qu'elle était, on veut revenir exactement au dispositif tel qu'il est aujourd'hui. Voilà. Et ne pas avoir cette espèce de prélèvement à la source à 30% qui contraindrait in fine les gens à aller vers la demande d'application du taux médian, et incidemment, parce que c'est ce que voudrait aujourd'hui notamment ma collègue Anne Jeantet, qui l'a dit en laissant planer la chose. Mais au moins, si vous demandiez l'application du taux médian, vous déclarez tous vos revenus de source mondiale, on vous fait l'application du taux médian et on n'en parle plus et la chose est réglée. Mais je ne connais personne qui a envie de déclarer tous ses revenus de source mondiale. Alors, à chaque fois que moi j'en ai parlé, je me suis fait dire de tout par tous les auditoires devant lesquels j'en ai parlé. Les gens n'ont pas envie de rentrer là-dessus, n'ont pas envie que la France aille petit à petit vers un impôt sur la nationalité où les Français de l'étranger déclarent leurs revenus de source mondiale, parce qu'en fait, c'est un cheminement qui ne dit pas son nom, mais c'est un cheminement vers l'imposition sur la nationalité en déclarant tous ses revenus de source mondiale. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Voilà la position que nous, avec Jackie Dromédy, on a toujours défendue sur ce dossier-là et qu'on continue à défendre. Voilà. Désolé d'avoir été un peu long, j'espère ne pas avoir été par contre trop confus, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui mélange plusieurs impôts différents. Voilà. Parfait, merci Christophe, merci à tous. Je vais retenir du chat deux questions. Une est de Philippe, qui nous demande si nous avons besoin de rentrée d'urgence. Pouvons-nous rester sur le territoire et circuler à l'adresse de notre choix si nous n'avons pas d'adresse en France? Alors, c'est une question à double détente. Sur la première partie de sa question, Philippe, tout Français peut rentrer en France. Je veux dire, on ne peut pas empêcher un national de rentrer dans son pays. Le problème, c'est que concernant la deuxième partie de sa question, dès qu'il va mettre un pied à l'aéroport, on va lui demander sa destination. Et s'il n'a pas d'adresse, là, je ne sais pas où on va. Je sais pas où on va lui demander. Enfin, je ne sais pas où il va résider, parce que les hôtels sont fermés. Il faudra bien que cette personne ait un endroit pour dormir, un endroit pour séjourner. Donc, le vrai problème pour lui est de séjourner. S'il a des parents chez qui séjourner, il devra indiquer qu'il séjourne chez ses parents.
cousins, oncles, tantes, parents, voilà. Mais il ne peut pas rentrer en France s'il n'a pas une adresse de séjour. Voilà, c'est-à-dire quelle qu'elle soit. Parce qu'il est évident qu'il ne pourra pas aller à l'hôtel puisqu'il n'y en a aucun qui est ouvert. Il n'y a aucun lieu d'hébergement, hôtel, camping, maison de location. Enfin, difficile aujourd'hui de trouver un endroit pour se loger, quoi. Donc voilà, le problème, c'est que on ne peut pas empêcher un Français de rentrer en France puisque elles sont téléchargeables sur le site du ministère de l'Intérieur. Il y a l'attestation internationale et la dernière case, c'est ressortissant français. La France ne peut pas empêcher un Français de rentrer en France, mais cette personne a quand même besoin d'avoir une adresse pour être hébergé. Voilà. Après, c'est un problème qu'il rencontrera, je veux dire, comme tout le monde. C'est que il peut pas errer dans la rue, le pauvre. Autre question de Florence. Peut-on envisager que les multinationales françaises alimentent le fonds de soutien moyennant des déductions fiscales? Alors, alors, pas les multinationales, mais il a été demandé, et ça a été demandé par de nombreux parlementaires, que les compagnies d'assurance jouent le jeu parce que depuis maintenant bientôt 2 mois, les compagnies d'assurance perçoivent toutes les polices d'assurance. On parle d'assurance automobile. Or, il n'y a plus de circulation. Quasiment, la circulation a chuté, je crois, de 70% ou 80% en France. Donc, plus d'accidents. Les primes sont toujours encaissées. Ça a 2 mois de primes d'assurance. Je crois que c'est, je ne sais plus, c'est 1 ou 2 milliards d'euros, mine de rien. Et il a été demandé que le gouvernement exige des compagnies d'assurance qu'elles jouent le jeu auprès du fonds de soutien, auprès du fonds de solidarité, parce que, en l'occurrence, sur ce point précis, là, il n'y avait pas de raison de percevoir. Quant aux multinationales, les multinationales, elles, ont joué le jeu de manière différente, puisque elles ont versé quand même leur salaire à beaucoup de gens pendant le premier mois. Donc, je ne sais pas ce qu'on entend par multinationales françaises, mais elles ont des employés à travers le monde. Je ne sais pas comment elles pourraient verser, puisqu'elles versent par leurs impôts, par leurs cotisations, qu'elles ont continué à verser, elles. Donc, je vous rappelle que si le chômage partiel est payé par les cotisations sociales, donc je ne sais pas comment on pourrait concevoir la chose. À mon sens, je pense qu'on va avoir besoin de ces entreprises pour relancer la machine économique, surtout après la crise sanitaire, plutôt que pendant. D'accord. Écoutez, je vous remercie à tous. Notre temps est bien passé maintenant. Donc, je crois qu'il n'y a que Xavier qui a un problème de micro. Donc, je tiens à remercier évidemment le sénateur pour son temps et pour nous avoir apporté ces éclaircissements importants. Remercier Michel, Marie, Laurent et Xavier pour leur participation, en espérant que ceux qui nous ont assistés ont trouvé ce live intéressant. Et je vous invite de nouveau à vous inscrire sur la page YouTube pour pouvoir suivre les prochains lives qui vont avoir lieu dès la semaine prochaine. Merci à tous. Merci à tous. Merci Christophe. Merci à vous tous. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.